Au matin du 12 septembre 1943, le général Heinrich von Vietinghoff contempla la carte de situation de la côte italienne et y vit ce qui lui semblait être une certitude mathématique. Officier prussien de la vieille école, il croyait aux variables tangibles de la guerre. L'altitude, l'épaisseur du blindage, la densité des divisions et les lignes de ravitaillement. Selon toutes les règles de la doctrine militaire qu'il avait étudiée pendant 30 ans, la victoire était déjà acquise. Sa 10e armée tenait les hauteurs, un anneau de montagnes calcaires, déchiquetées, dominant le golfe de Salerne, comme les gradins d'un immense amphithéâtre romain. En contrebas piégé sur une étroite bande de sable marécageux de moins de 8 kilomètres de profondeur, se trouvait la 5e armée américaine. Aux yeux exercés de Vietinghoff, ils ne ressemblaient pas à une force d'invasion. Ils ressemblaient à un exercice de tir. Ils étaient désorganisés, cloués contre la mer, et surtout presque totalement dépourvus de blindés lourds, capables de rivaliser avec ces divisions de panzer en combat ouvert. Vietinghoff avait la vétérane 16e division panzer prête à frapper. Il disposait de l'effet de surprise. Il bénéficiait d'un terrain idéal pour un massacre défensif, où chaque mouvement allié était visible par ses observateurs postés sur les collines. Selon toute logique conventionnelle, la force de débarquement américaine aurait dû être rejetée à la mer en 48 heures. Le haut commandement allemand, en Italie, rédigeait déjà le communiqué de victoire. Ils étaient convaincus d'être sur le point d'infliger aux Alliés un second Dunkerque. Le débarquement allié à Salerne, l'opération Avalanche, fut un cauchemar logistique dès l'instant où la première botte toucha le sable. Les planificateurs avaient commis une erreur géographique critique. Les plages de débarquement étaient physiquement divisées par le fleuve Selle, une barrière naturelle qui créait un dangereux vide de 7 kilomètres entre le 10e corps britannique au nord et le 6e corps américain au sud. Ce n'était pas seulement un vide sur une carte, c'était un gouffre réel dans la ligne alliée. Aucune troupe ne l'occupait, aucun char ne le patrouillait. C'était un vide béant pour un commandant allemand formé à la guerre de manœuvre. Cette brèche était une invitation, une porte grande ouverte vers le ventre mou de la force d'invasion. Vietinghoff ne voyait pas seulement une faiblesse, il voyait une zone de mise à mort. Il concentra ses forces avec une précision chirurgicale. Il ne se contenta pas de jeter des hommes contre la ligne. Il dissimula 6 divisions complètes, dont la 26e division Panzer et la 29e division de panzergrenadiers, les pointant comme une dague directement vers ce point faible. Depuis les collines, dominant Paestum et Battipaglia, les observateurs d'artillerie allemands voyaient tout. Ils observaient que les Américains luttaient pour décharger les jeeps dans le sable meuble. Ils voyaient la confusion dans les dépôts de ravitaillement. Ils abattaient en continu des tirs précis de mortier et de canons de 90 mm sur les envahisseurs. Les Américains semblaient paralysés, incapables de progresser vers l'intérieur des terres coincées contre la ligne d'eau. La pression psychologique était immense. Les soldats creusaient le sable non pour avancer, mais simplement pour survivre à l'heure suivante. Aux yeux des observateurs allemands sur les sommets, l'armée américaine ressemblait à une baleine échouée saignant et attendant le coup de grâce. Au 13 septembre, la situation des Alliés était passée de précaire à critique. Le commandant américain, le général Mark Clark, était à juste titre pris de panique. Les rapports provenant de ces unités de première ligne étaient désastreux. La 36e division d'infanterie subissait de lourdes pertes et manquait dangereusement de munitions. La confusion sur les plages signifiait que le matériel lourd, chars Sherman et chasseurs de chars M10, était encore bloqué sur les navires ou immobilisé dans la zone de déferlement, incapable de se déployer
à cause des bancs de sable et des tirs ennemis. À l'arrière de la ligne de front, la tête de pont ne ressemblait pas à une armée moderne. Elle ressemblait à un port qui aurait explosé. Des caisses marquées munitions 75 mm étaient empilées à côté des rations alimentaires, des fournitures médicales, des jerrycans de carburant et même des kits d'aumônerie. Tout était déversé sur la même bande de sable, faute d'espace. Des bulldozers tentaient de tracer des pistes sommaires à travers ce chaos. Mais chaque fois qu'ils ouvraient un passage, une nouvelle vague de péniches de débarquement y vomissait hommes et matériel, le bloquant à nouveau. C'était un embouteillage sous le feu. L'état-major de Clark rédigeait déjà discrètement les plans de l'opération Célion, l'évacuation d'urgence de la tête de pont. C'était l'heure la plus sombre de l'invasion. Le plan prévoyait l'abandon complet du secteur sud et le transfert du 10e corps vers le secteur britannique, au nord reconnaissant de fait la défaite face à la montée en puissance allemande. Pendant ce temps, la Luftwaffe était active, effectuant jusqu'à 450 sorties par jour depuis les bases proches de Foggia. Les bombardiers en piqué allemands pilonnaient les péniches de débarquement et les dépôts de ravitaillement. À chaque hurlement des sirènes, les hommes sur la plage se dispersaient, plongeant dans des tranchées peu profondes ou derrière des piles de caisses avant d'en ressortir pour reprendre le déchargement lorsque les bombes tombaient ailleurs. Les Allemands resserraient le nœud coulant heure après heure. Il ne s'agissait pas seulement de bombardement, il s'agissait de domination psychologique. Vietinghoff savait qu'une armée acculée à la mer est une armée sujette à la panique. Il ordonna à ses unités de sonder agressivement le dispositif testant les lignes américaines à la recherche du point de rupture. De petits groupes de panzergrenadiers infiltrèrent les positions américaines de nuit, semant le chaos à l'arrière. Des camions de ravitaillement furent embusqués. Les lignes de communication furent coupées. La confusion sur la tête de pont devint totale. Des unités américaines débarquaient dans les mauvais secteurs, se mêlaient aux unités britanniques, créant un embouteillage d'une ampleur historique. Au quartier général allemand, l'atmosphère était électrique. Ils interceptaient le trafic radio américain. Ils entendirent la frustration des commandants de bataillons implorant des munitions et un soutien qui n'arrivait pas. Vietinghoff sentit que l'ennemi était étiré jusqu'au point de rupture. Il décida qu'il était temps de cesser de sonder et de commencer à détruire. Il donna l'ordre de la percée finale. Son objectif était simple, foncer, le long du corridor du Selekalor, couper les armées alliées en deux et les massacrer séparément sur les plages. À 15h30, le 13 septembre, la contre-attaque allemande commença. Elle se déroula exactement comme Vietinghoff l'avait prévu. Les panzers jaillirent des lisières boisées, leurs canons de 75 mm à long tube, écrasant les positions américaines légères. La 36e division d'infanterie américaine, submergée et surclassée en puissance de feu, commença à se disloquer. C'était l'instant que la Wehrmacht recherchait le Schwerpunkt, le point d'effort maximal où la résistance ennemie se brise. Les interceptions radio-allemandes confirmèrent la panique qui se propageait dans les lignes américaines. « Dites-leur de tenir », hurlait un officier américain sur des ondes non chiffrées. « Nous n'avons rien pour arrêter ces chars. » La pointe de lance allemande avança de près de 6 kilomètres en quelques heures seulement. Ils étaient désormais à portée de vue de la mer. Les commandants de chars pouvaient presque sentir l'odeur de l'eau salée. Ils voyaient le chaos logistique américain, sur la plage les caisses entassées, les fûts de carburant, les hommes désespérés tentant de s'enterrer. Aucun canon anti-char lourd ne les attendait, seulement des cibles molles. Ce serait un carnage. Les équipages allemands
chargèrent des obus explosifs, se préparant à engager l'infanterie et les camions. La victoire était visible dans leurs optiques. Il n'était plus qu'à quelques minutes de repousser les Américains dans la mer. Puis quelque chose d'étrange se produisit. Les unités de Panzer en tête ne signalèrent pas de combat contre des chars ennemis. Elles ne signalèrent pas non plus de champs de mines. Elles cessèrent simplement de transmettre. Des pelotons entiers d'infanterie disparurent du réseau tactique. Une compagnie de chars attaquant le secteur des entrepôts près de Persano devint silencieuse en quelques minutes. Au quartier général, Vietinghoff était perplexe. La résistance était-elle plus forte que prévu? Non. Les rares rapports qui parvenaient étaient terrifiés et incohérents. Des commandants de chars, chevronnés des hommes ayant combattu à Koursk et en Afrique du Nord, hurlaient dans leurs radios à propos de volcans en éruption et de pluies d'acier. Ils ne parlaient pas de tirs de chars, ils parlaient de quelque chose tombant verticalement du ciel. Un survivant de la 16e division Panzer décrivit plus tard le son, non comme un sifflement, mais comme le bruit d'un train express fonçant droit sur eux. Puis la terre n'explosa pas simplement, elle se désintégra. Des cratères apparurent assez grands pour engloutir une Volkswagen. Des chars de 30 tonnes furent retournés comme des jouets. L'avance allemande ne ralentit pas. Elle s'évapora. Un bataillon d'infanterie, avançant en formation ouverte, fut anéanti en quelques secondes, non par des mitrailleuses, mais par une onde de choc si puissante qu'elle rompit les poumons à 300 mètres de distance. Vietinghoff exigea des explications. D'où venait ce feu? Les Américains n'avaient aucune batterie d'artillerie lourde déployée aussi en avant. La Luftwaffe rapportait que le ciel était exempt de bombardiers lourds. Les commandants allemands cherchèrent des chars ennemis ou des batteries d'artillerie sur les crêtes. Ils regardaient dans la mauvaise direction. À 12 milles au large, flottant calmement sur la mer Tyrrhénienne, se trouvait l'USS Philadelphia. L'USS Philadelphia était un croiseur léger de la classe Brooklyn. Ce n'était pas un soldat. C'était une plateforme industrielle conçue pour délivrer des obus explosifs de 6 pouces, à une cadence de 120 coups par minute. Ce que Vietinghoff n'avait pas intégré dans son équation, c'était une petite équipe d'hommes dissimulés dans les décombres, le groupe de réglage des tirs navals depuis la côte, cachés dans une ferme ou enterrés sur un versant dominant. L'avance allemande, un simple lieutenant américain, équipé d'une radio dorsale, observait les chars allemands. Il ne tirait pas. Il se contentait de lire des coordonnées de grille. Pour les Allemands, il n'était qu'un point insignifiant dans le paysage. Pour le Philadelphia, il était l'extrémité avant d'un système d'armes qui s'étendait des collines italiennes jusqu'aux usines américaines. À bord du Philadelphia, ces coordonnées étaient transmises à un ordinateur mécanique profondément enfoui dans le navire, le calculateur de conduite de tir Ford Mark 1A. C'était l'arme secrète, un ordinateur analogique fait d'engrenages et de cames en laiton. Une merveille de l'ingénierie des années 1940. Il ne se contentait pas de pointer les canons. Il calculait la vitesse du navire, la vitesse du vent, la rotation de la Terre, l'effet de Coriolis, la densité de l'air et la température de la poudre. Sous les ponts des marins en t-shirt et casque, répétaient les chiffres à voix haute au fur et à mesure qu'ils arrivaient tournant des volants à la main et réglant des cadrans. L'intérieur du central de conduite de tir ne ressemblait pas à un champ de bataille. Il ressemblait à un atelier industriel, des hommes à leur poste, chacun responsable d'une petite partie du processus, faisant confiance au fait que le système, dans son ensemble, fonctionnerait.
À l'extérieur, le navire roulait doucement dans la houle tyrrhénienne. À l'intérieur, l'ordinateur, Ford, éliminait ce mouvement de l'équation comme si la mer n'existait pas. Il résolvait les équations différentielles de la balistique en quelques secondes. Les canons se tournaient automatiquement verrouillés sur une cible qu'ils ne pouvaient pas voir, contrôlée par une machine située sous les ponts. C'était le système que Vietinghoff ne pouvait pas voir. Au plus fort de la percée allemande, le Philadelphia déchaîna l'enfer. En quelques heures seulement, il tira 921 obus de 6 pouces directement sur les colonnes allemandes. Un rapport après action décrit une mission unique au cours de laquelle son tir guidé par un observateur avancé repéra une concentration d'environ 35 chars allemands près de l'une des plages. 7 furent détruits en quelques minutes. Les autres disparurent simplement pour se mettre à couvert. L'attaque fut brisée avant même d'avoir réellement commencé. Pour comprendre pourquoi les panzers allemands étaient impuissants, il faut examiner la boucle temps-tir. Dans un engagement d'artillerie traditionnel, un observateur avancé allemand transmettait par radio à une batterie. Le commandant de batterie consultait des tables, calculait l'angle, criait les ordres aux servants, puis corrigeait après le premier coup d'observation. Ce processus prenait de 3 à 10 minutes. Face à des chars en mouvement, 10 minutes est une éternité. Lorsque les obus arrivent, les chars ont déjà disparu. L'USS Philadelphia opérait selon une chronologie différente. L'ordinateur Ford était relié à un élément stabilisateur vertical, un gyroscope qui détectait le roulis et le tangage du navire. Tandis que le croiseur se balançait dans les vagues, l'ordinateur ajustait automatiquement les tubes, en temps réel, des centaines de fois par seconde, pour les maintenir verrouillés sur la grille géographique. Cela signifiait que le navire pouvait tirer en virant de bord et en se déplaçant à 20 nœuds, et que les obus tombaient toujours dans un cercle de 50 mètres à 12 000 de distance. Depuis le pont, les hommes aux pièces ne voyaient que la routine. La culasse s'ouvre, l'obus est introduit. La gargousse suit la culasse, se referme, le chef de pièce crie « Prêt !» et la tourelle tremble sous le recul. Mais du point de vue allemand, cette routine se transformait en quelque chose de surnaturel. Une artillerie qui semblait se corriger instantanément, comme si une main invisible faisait glisser le point d'impact le long de leur axe d'avance. L'observateur américain sur la plage n'avait pas à attendre de calcul. Il annonçait la grille, et 30 secondes plus tard, le ciel s'effondrait. Si sa première correction était imparfaite, il parlait simplement à nouveau dans le combiné, et la salve suivante se rapprochait de la cible. Les Allemands ne combattaient pas des temps de réaction humains. Ils combattèrent la vitesse de traitement d'un cerveau électromécanique. Cela éliminait toute notion d'abri. On ne pouvait pas se cacher d'une équation mathématique qui se mettait à jour instantanément. La violence de ce bombardement créa un problème secondaire que Vietinghoff n'aurait jamais pu imaginer: la surchauffe industrielle. Tirer des obus de 6 pouces à cadence rapide générait une énergie thermique immense. Les tubes du Philadelphia devinrent si chauds que la peinture cloqua sur l'acier. Dans une armée classique, les canons auraient cessé le feu pour refroidir. Mais la marine américaine avait également conçu une solution à ce problème. La chaîne logistique était pensée pour une production continue. Tandis que le Philadelphia vidait ses soutes, tirant près d'1 millier d'obus lors d'un seul engagement, il ne se contentait pas de vider un entrepôt, il usait ses machines. Le rayage à l'intérieur des tubes commença à s'éroder sous la friction des ceintures de forcement en cuivre des obus. Mais contrairement aux lignes de ravitaillement allemandes, qui peinèrent à acheminer une seule munition à travers le réseau ferroviaire italien, bombarder la flotte alliée était une usine flottante.
Elle disposait de pièces de rechange, de tubes de rechange et d'ateliers flottants, juste au-delà de l'horizon. Des navires de munitions étaient affectés au ravitaillement continu des croiseurs et cuirassés de bombardements. Leur capitaine avait un ordre permanent simple, maintenir les têtes de pont en sécurité. La vie à bord reflétait cette mission. Les témoignages d'équipage des navires au large de Salerne décrivent des journées qui se fondaient en une seule alerte ininterrompue. Les sirènes de raids aériens envoyaient les hommes courir des ponts inférieurs vers les postes de défense anti-aérienne avant d'être levés, puis de retourner directement aux équipes de manutention de munitions alimentant les batteries principales. Le sommeil se prenait par tranches de 20 minutes, dans une bannette brûlante, vêtements et bottes aux pieds, car la prochaine mission de tir ou la prochaine attaque aérienne pouvait survenir à tout moment. Lorsqu'un navire avait épuisé ses capacités, un autre prenait sa place. C'était un véritable tapis roulant de destruction. Les Allemands menaient une bataille finie avec des ressources finies. Les Alliés, eux, menaient une bataille infinie avec des composants industriels remplaçables. Mais le Philadelphia n'était pas seul. Tandis que les Allemands tentaient de se regrouper, la Royal Navy entra dans l'exécution. Les cuirassés HMS Warspite et HMS Valiant arrivèrent sur zone. Ces navires étaient armés de canons de 15 pouces, des armes, tirant des projectiles pesant près de 900 kg, soit le poids d'une petite voiture. Lorsque le Warspite ouvrit le feu, la physique du champ de bataille changea. Un obus d'artillerie allemand standard contenait peut-être 7 kilos d'explosifs. Un obus naval de 15 pouces en emportait plus de 45. Lorsque ces projectiles frappaient le terrain calcaire de Salerne, ils ne produisaient pas seulement des éclats, ils provoquaient des séismes. Les obus arrivaient à des vitesses supersoniques. Il n'y avait aucun sifflement d'avertissement, seulement l'impact. À un instant, une compagnie de panzergrenadiers avançait. L'instant suivant, une portion entière de la grille cessait simplement d'exister. L'impact psychologique fut dévastateur. Des troupes allemandes, vétérans aguerris par les combats, rompirent et prirent la fuite. Elles pouvaient combattre des hommes. Elles pouvaient combattre des chars. Elles ne pouvaient pas combattre la géologie en train d'être remodelée autour d'elles. Au 16 septembre, la contre-attaque allemande était brisée. Vietinghoff ordonna une retraite générale vers la ligne du Volturno. Il n'avait pas été vaincu par l'infanterie américaine sur la plage qui s'était battue, avec courage, mais était pratiquement piégé. Il avait été vaincu par l'horizon. Les navires invisibles avaient créé une zone de mort s'étendant à près de 20 kilomètres, à l'intérieur des terres dans laquelle aucun blindé allemand ne pouvait survivre. Le rêve de repousser les Alliés à la mer ne mourut pas dans une explosion, mais dans une prise de conscience, tant que les marines alliées contrôlaient les eaux. La côte était imprenable. Salerne fut un coup de semonce pour le reste de la guerre. Elle démontra que l'âge de la division blindée indépendante était révolu. Face à une puissance de feu, industrielle intégrée où les forces aériennes navales et terrestres fonctionnaient comme une seule machine, la brillante tactique devenait sans importance. Heinrich von Vietinghoff apprit au prix de son armée qu'on ne peut pas manœuvrer contre les mathématiques, on ne peut pas déborder une chaîne de montage industrielle, et l'on ne peut certainement pas gagner une bataille de chars contre un navire qui tire des obus de la taille d'un homme depuis un endroit que l'on ne peut pas atteindre. N'hésitez pas à aimer et à vous abonner pour découvrir d'autres récits de moments oubliés de la Seconde Guerre mondiale. D'où nous regardez-vous? Quelles histoires de la Seconde Guerre mondiale aimeriez-vous que nous racontions ensuite? Votre engagement nous aide à continuer à faire revivre ces histoires oubliées.